Restez pour le générique. Pourquoi tu passes le générique? Je crois surtout qu'on va avoir besoin de 2 experts. Ce sont les meilleurs. Alors je te fais ton générique. Arrêtez ce générique! Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Générique, le podcast qui pose une question générique aux gens qui sont au générique. Ce soir, la question que nous allons nous poser tous ensemble est: peut-on encore s'émerveiller de l'illusion? Alors que nos yeux sont habitués aux prouesses techniques les plus folles, comment l'émotion parvient-elle encore à transpercer l'écran? Entre la nostalgie de l'artisanat et le futur du numérique, nous allons explorer la frontière entre la technique, le rêve et l'inspiration ou l'aspiration. Pour parler de tout ça, ce soir, on a la chance d'être encore une fois invité à la Cinémathèque et du coup, forcément, on est très heureux. Il y a du public, c'est cool. Et pour parler de tout ça, surtout, on ne sera pas tout seul, mon cher Reda. Et non, on ne sera pas tout seul. On a la chance et l'occasion aujourd'hui d'avoir Audrey Ferrara avec nous. Voilà, VFX Supervisor, directrice artistique. Audrey, elle a participé à de nombreux films. Elle a participé notamment à l'excellence visuelle de Mufasa, le Roi Lion, après avoir œuvré notamment sur d'autres succès tels que Le Livre de la Jungle ou Aleph Covenant, mais aussi, encore une fois, Le Roi Lion. Son expertise du photoréalisme en a fait une figure incontournable des superproductions internationales actuelles. Et ça, quand même, ça en jette dans la bio. Peut-être un peu. Et ouais. On a aussi Alexandre Poncet, réalisateur et journaliste, spécialiste et reconnu des effets spéciaux, co-auteur avec Gilles Penso. Ce sera Gilles Penso alors. Voilà, donc co-auteur avec Gilles Penso de l'ouvrage de référence Doug Chiang, The Cinematic Legacy, The Star Wars Legacy. Toujours avec Gilles, il a réalisé des documentaires acclamés comme Le Complexe de Frankenstein, Filthy Pet Mad Dreams on Monster et Ray Harryhausen, le titan des effets spéciaux. Voilà, donc il explore l'héritage des maîtres du cinéma fantastique et en préparation, là, se prépare actuellement, toujours avec Gilles, Walking with Animators, son prochain documentaire. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Ça fait plaisir de vous voir. Merci d'avoir fait le trajet. En plus, on vient de loin. Ouais. Très très loin. Bon alors Bastien, je te laisse briser la glace. La première chose pour lancer un peu cette discussion qu'on avait envie de se dire dès qu'on s'intéresse un petit peu à l'illusion, à l'émerveillement, c'était déjà... pour moi, ça évoque tout de suite des saveurs d'enfance et c'est les premiers émois cinématographiques, les premiers moments où on se dit mais il y a de la magie. Voilà. Pour moi, clairement, ça a été ce jour de 20h de TF1 quand Jurassic Park sort, que j'ai 7 ans et que je me dis attends, il y a des gens qui font des dinosaures pour gagner leur vie. Quel métier génial. Et voilà, et moi c'est un peu ce que j'aimerais vous poser d'abord comme première question pour lancer le podcast, c'est quel était votre première émoi d'illusion de cinématographie où vous vous dites là on a fait quelque chose d'impossible et comment ça se fait que ça me touche? Pour moi, c'était... Alors, je me souviens du premier film que j'ai vu au cinéma. C'était Mary Poppins. Je me souviens du trajet en voiture, d'arriver au cinéma, le popcorn, tout quoi, l'expérience. Les odeurs. Ouais, je me souviens pas de voir le film, mais je me souviens de tout ce qu'il y avait autour, en fait. L'autre souvenir que j'ai, c'est ma première VHS. Ma mère, elle est rentrée un soir et elle m'avait acheté Roger Rabbit. Et ce truc-là, je l'ai regardé, je dis mais qu'est-ce que c'est que ce délire, quoi. Et j'étais pas très vieille, mais déjà tu te rends compte que c'est complètement hallucinant, des personnes en vrai qui parlent à des dessins animés, qui interagissent et tout ça. Et même encore maintenant, tu le regardes et tu dis waouh, c'est quand même pas loin d'être parfait. Mais ouais, et puis tu le refais aujourd'hui, je pense que tu aurais du mal à le faire aussi bien, quoi. Ouais. Donc, ouais, c'est ses premiers souvenirs. C'est pas forcément d'être bluffé, mais plus le voyage, l'expérience, en fait, d'avoir ça, quoi, d'être dans un lieu noir et d'avoir des images projetées, quoi. Ouais, parce que c'est une expérience collective aussi. Ouais. Mais c'est marrant parce que c'est très collectif, mais c'est aussi très personnel, très fermé pour moi. Moi, j'adore aller au cinéma toute seule, parce que, je peux choisir ce que je veux, à l'heure que je veux, avec les snacks que je veux, et puis et avoir l'expérience juste pour moi, en fait.
Parce que, bon, on y va en groupe avec des potes et tout, donc tu vas le voir, après tu sors, et puis tu analyses, et puis tu discutes et tout ça. Et j'aime bien aussi avoir l'autre expérience où ça reste avec toi pendant un certain temps, mais tu es tout seul, tu es dans ta bulle, et tu as vu cette histoire-là, quoi. Donc, ouais, c'est les premiers souvenirs que j'en ai. Et toi, Alexandre ? Alors moi, j'ai vu le premier film que j'ai vu au cinéma, c'était Le Retour du Jedi. Donc sacré choc a priori, mais je me souviens pas de l'expérience. D'accord. À part quelques images forcément. J'étais très jeune, je suis né en 79, le film est sorti en 83, octobre 83 en France, donc j'avais même pas 4 ans. Ah oui, t'as démarré tôt, Star Wars. Ton père était fan, c'est ça le... Le premier film que je me souviens avoir vu au cinéma, c'était Taram, chaudron magique. Bien aussi. Et je me souviens que ma mère donc m'a emmené et on est resté à la deuxième séance tellement j'avais adoré. Trop bien. Et t'as pas traumatisé au début parce que je sais pas si tu l'as vu assez jeune, mais c'était assez noir, ouais. Mais le choc est arrivé un petit peu plus tard. J'étais trop jeune pour les voir, mais dans un camping où on était, il y avait un cinéma en plein air et avec mes frères, j'avais 8 ans. On a vu Robocop, Predator et L'Aventure intérieure. Et ce trio... Et le traumatisme vient de là. En fait, ce trio a changé ma vie. Okay. C'est-à-dire que je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Je veux, d'une manière ou d'une autre, être dans cet univers-là. Je suis tombé amoureux du cinéma avec ça. Et surtout, je me souviens avoir aimé ces films-là pour les mêmes raisons que je les aime aujourd'hui. Ouais. Pour la trajectoire mythologique de Robocop et aussi le point de vue complètement satirique du film. Je me souviens du réveil de Robocop en vue subjective. Ouais. Enfin, en tout cas, de la création du monstre en vue subjective. Je me souviens avoir... Maître dit, je n'ai jamais vu ça. Je me souviens de Predator, du traitement de la jungle, avec des rapports de focale. Je me souviens, à 8 ans, avoir bugué sur les rapports de focale, où à un moment, on est en train de regarder les arbres, et on voit rien à l'avant-plan, et d'un coup, il y a un rapport de focale, il y a un personnage qui apparaît à l'avant-plan, qui tourne la tête. Et donc cet effet de mise en scène de John McTiernan m'a sidéré à l'époque. Et aujourd'hui encore me sidère. Je peux mettre des mots dessus aujourd'hui, mais à l'époque, j'étais déjà réceptif à ça. Et je me souviens de L'Aventure intérieure comme le film d'aventure ultime. Ouais. Enfin, on ne pouvait pas faire mieux, quoi. Et nous, on nous le passait à l'école primaire, je me souviens, quand extraordinaire. Quand il y avait pas d'instit, tu sais, c'était genre L'Aventure intérieure. L'Aventure intérieure, c'est le film qui exploite le mieux son scénario de l'histoire du cinéma, je pense, où il y a toutes les situations qui sont exploitées. Et puis l'acting, il est génial, quoi. Extraordinaire. Ouais. Bien complet. Hein. Dennis Quaid et Meg Ryan. Et Martin Short. Hilarant. Ouais. Il y a même des scènes, la scène où il rêve de ce qui lui arrive à la caisse. Ça n'a rien à voir avec le reste du film, mais c'est tellement trop. Non, c'est génial, quoi. Voilà, et évidemment, les effets visuels de L'Aventure intérieure sont incroyables. Donc, Dennis Muren a eu encore un Oscar pour ça. Je pense qu'on en parlera. Il est con, tu crois? Ou il sait combien il en a ou pas? Il sait combien il en a et je pense qu'il a un truc il en prête. Il en prête. Ils sont pas tous chez lui. Bon, alors, quand même, on a un certain sujet assez principal dont on aimerait parler, c'est notamment l'émerveillement et le rapport que ça a avec l'illusion, hein, et savoir du coup si on peut encore s'émerveiller de l'illusion de nos jours. On a notamment de nos jours, on réceptionne énormément d'informations et d'images, on est abreuvé d'effets visuels 24 heures sur 24, au fur et à mesure, et à tel point que le spectateur a réussi à devenir un détecteur vraiment à pixels, c'est entraîné son œil, et au fur et à mesure que les technologies avancent, que les effets progressent, le spectateur voit de mieux en mieux l'illusion. Du coup, est-ce que pour vous, le fait que le spectateur soit plus averti concernant les effets, est-ce que ça tue un peu le plaisir et la magie qu'on pourrait appeler la magie du cinéma, ou au contraire, ça redonne un nouveau challenge, ça oblige à se poser de nouvelles questions, à aborder les choses d'une manière différente? Quel est votre ressenti là-dessus? Si je peux me permettre, je passe la parole après parce que ça va mener à ton travail. Pour moi, il faut parler de la suspension d'incrédulité. D'accord. Parce que c'est lié à tout ça. C'est-à-dire qu'il y a, quand on regarde un film, ou n'importe quelle œuvre, ou une série, ou même quand on se projette dans un livre, il y a ce désir d'apprécier l'œuvre. Il y a quelque chose dans l'expérience cinéphilique ou dans l'expérience narrative qui est anti-cynique.
C'est-à-dire qu'on veut y croire, on veut signer un pacte avec l'auteur, avec l'artiste, et on veut participer à l'aventure. Donc déjà, ça, c'est super important. C'est-à-dire que le film crée ses règles, ou le livre crée ses règles. Là, on parle de film. Le film crée ses règles, et on a besoin de faire un pas en avant pour y croire. C'est encore plus vrai dans le cinéma d'animation, où on voit tout de suite que c'est faux, mais on veut quand même y croire, et on est capable de pleurer devant des personnages qui ne ressemblent pas à des humains. On a eu un passage avec Jurassic Park, où on est passé des effets visuels à l'ancienne, perfectibles, à quelque chose de totalement réel. En tout cas, à l'époque, c'était totalement réel. Et je pense que ça, c'est une date qui a changé la notion de la suspension d'incrédulité. Avant, moi, je me souviens avoir vu des films enfants, m'être rendu compte qu'il y avait des défauts dans les effets visuels, avoir repéré les lignes de cache autour des personnages. Je vais parler de Jack Burton, qui a des effets spéciaux superbes, mais imparfaits, par Boss Film. Et je me souviens, je m'en fichais, parce que l'histoire était captivante, parce que les effets visuels étaient bien conçus au niveau narratif aussi. Ils étaient bien intégrés dans la mise en scène. C'est-à-dire qu'on nous montrait des choses impossibles. Pas grave qu'ils aillent pas au maximum du réalisme, parce que c'est tout ce qu'ils pouvaient faire à l'époque. Et on faisait le pas. Avec Jurassic Park, on a vu le dinosaure pour la première fois, mais non seulement dans le cinéma, on a vu le dinosaure pour la première fois. C'est-à-dire que l'homme a rencontré le dinosaure. Et on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et tu le regardes maintenant, ça tient toujours la route. C'est fou. Ah ouais. Impressionnant. C'est fou. Alors après, il y a des histoires sur les premiers tests où il y avait des bugs de rendu hilarants avec le dinosaure qui avait des têtes gigantesques et ils étaient morts de rire et se le passaient en boucle. Mais en tout cas, Jurassic Park a complètement changé la donne. Après Jurassic Park, tout le monde a voulu des effets spéciaux parfaits. Et alors les effets spéciaux parfaits, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est quand même une petite tyrannie. Non seulement de la part du public, mais aussi de la part des producteurs qui vont pointer, ils vont regarder 300 fois la même frame, et ils vont dire peut-être ce détail du cadre pourrait être perfectionné encore, alors qu'ils ne regardent pas le flux général de la mise en scène. Par exemple, un film comme Jurassic Park, il y a environ 65 plans d'effets visuels digitaux. Il n'y a pas besoin de plus. Les séquences majeures sont construites autour de 3-4 plans importants, et c'est super impactant. Depuis que La Menace Fantôme nous a fait passer à 2000 plans par film, c'est le standard d'un blockbuster. C'est plus la même donne, quoi. Mais c'est vrai que c'est un tout. Enfin, c'est pas que les effets spéciaux. Pour les rendre invisibles ou alors crédibles, voilà, ça doit faire partie de la mise en scène, de la direction, de toutes ces choses-là. Mais bon, après, Jurassic Park, c'est Spielberg, le mec, c'est un des plus grands réalisateurs. Je pensais à un autre exemple, moi, qui m'avait vraiment surprise, parce que je regardais le film au cinéma pour la première fois, et je me suis dit, attends, merde, il y a un truc, qui s'est passé et je m'en suis pas rendu compte. Et c'était pour La Guerre des Mondes. Sa version à lui de La Guerre des Mondes, qui est un de mes films préférés. Chef-d'œuvre. Qui est le sound mixing. Incroyable. Et tout réalisé dans un temps record. 9 mois de production. Ouais. Mais c'est impressionnant. Et celui-là, je me souviens, c'est le shot de la famille du père avec les gamins dans la voiture et la caméra qui passe. Et tu le vois pas. Et t'es tellement dans le film, et au bout de 2 minutes, tu fais attends. Et je pense que et c'est ça le truc, c'est que s'il y a une histoire et que tu arrives à t'en sortir parce que c'est ce que tu regardes, tu dis ah et tiens ils ont oublié la bouteille d'eau sur la table de Napoléon, enfin tu vois un truc comme ça, ou alors la qualité des effets spéciaux, c'est parce qu'il y a une question de qualité, mais il y a aussi une question de direction. Ouais. Je veux dire, tu peux regarder, et c'est là le génie de Spielberg, parce que tu as tous les exemples. Enfin, tu penses à Les Dents de la Mer, les trucs, ils marchaient pas, c'était que problème sur problème. Le mec, il a réussi à faire un chef-d'œuvre aussi, tu vois. Enfin, à traumatiser toute une génération, c'est quand même pas mal. Même plusieurs. Ouais. Mais alors, c'est ça que j'ai envie de dire, c'est que même si c'est pas parfait, c'est ce que tu dis, Alexandre, c'est de comment tu l'utilises dans ton histoire et à quoi ça sert dans l'histoire. Et
il y a des exemples comme ça où même ça peut être un jouet de narration. Enfin, on jouait sur ça en disant on va faire les effets spéciaux les plus moches de la Terre, mais ça va faire partie de l'histoire, quoi. Ouais. Mais ça, je pense que c'est le truc intéressant de votre point, c'est faut que ça fasse partie de l'histoire. Tu vois, Voilà. t'as le truc un peu. Du coup, il y a un peu deux choses qui me viennent en tête. Moi, je suis un très grand fan de Doctor Who, et on est plusieurs dans les trucages à être des grands fans de Doctor Who. Et à chaque fois que j'en parle avec quelqu'un qui n'est pas dans les trucages, il me dit mais C'est moche. t'es superviseur d'effets visuels. Tu vois, et moi, je leur dis mais je m'en fous, l'idée est géniale. Mais ouais. L'idée est géniale, ça me suffit en fait. Genre, ça me transporte parce que l'idée est géniale et limite, cette esthétique fait presque partie du lore et de cette suspension consentie d'incrédulité. L'univers de Doctor Who est comme ça et c'est tout. Et à l'inverse, il y a... Vas-y, excuse-moi. Je suis désolée de t'interrompre, mais il y a un exemple qui m'est arrivé il y a 2 semaines. Et j'ai emmené ma fille. Il y a 2 exemples depuis que j'ai eu ma fille qui m'a fait un peu retomber amoureuse des films, en fait. Ouais. L'emmener pour aller voir des théâtres pour enfants, juste voir les petites marionnettes et tout ça, c'est vrai qu'on s'y attache et t'oublies le mec qui bouge la marionnette. Et l'autre exemple, c'était il y a 2-3 semaines, je l'ai emmené voir l'expo de Hardman au VNA, Young VNA à Londres. Et alors, c'est génial. Il y a les maquettes et tout. Ils ont des petits stands où tu peux contrôler. Ils ont fait un petit décor et tu peux contrôler la lumière avec un iPad. Donc, elle était là, elle testait. Elle dit « Oh là là, regarde, c'est la nuit, c'est le jour. » Elle a 6 ans et demi. Et elle regardait les modèles et tout. Et après, il y avait un petit espace où il y avait 4 stations de stop motion. Ouais. Avec des Playmobil et des petites voitures et tout ça. Ma gamine, je lui ai jamais expliqué l'animation. Elle est née en 2019. Elle a passé les 4 premières années de sa vie à regarder des délits de lions qui parlent et qui chantent sur Mufasa. Elle s'est jamais posé la question. Mais à ce moment-là, en lui ayant jamais appris ce que l'animation était, elle a pris les Playmobil et elle a commencé à faire de l'anime. Et elle a tout de suite pigé. Et elle l'a fait sauter et tout. Et alors, tu regardes le petit test, tu vois sa petite main, mais tu l'oublies, en fait. Et tu vois sa petite animation et sa petite histoire sur le personnage. Ouais. Et c'est ça, en fait. Il faut accepter le fait que c'est le contexte de ton histoire. Et puis, tu y vas. Tu te laisses emporter, en fait. Donc c'est ça, c'est un contrat en fait. Quand tu vas voir un film, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Et alors bon, des fois tu peux casser le contrat en plein milieu. Mais... Bastien, tu avais un deuxième exemple. Pardon, oui. Ouais, mais qui était un peu un contre-exemple. C'était là dernièrement, il y a plusieurs films où il y a une espèce de mode des années 80 qui reviennent, etc. J'ai eu plusieurs fois des cas de du coup ce serait bien de faire exprès de faire moins bien, tu vois ce que je veux dire, et du coup à quel moment tu es encore dans un choix narratif, esthétique, ou à quel moment justement tu vas aller pinailler pour essayer d'aller retrouver quelque chose qui n'est pas en fait ce que tu avais. Et en même temps je trouve que dans cette perception de l'illusion et d'émerveillement, moi il y a un truc qui m'a vachement plu dans le faisant cet exercice, c'était de me replonger justement dans ces films de l'époque comme L'Aventure intérieure, etc., et me dire attends, cette esthétique elle naissait de contraintes techniques aussi, de son époque artistique, etc., mais aussi de contraintes techniques. J'avais une caméra qui pesait 20 kilos et qui faisait 40 cm de haut. Donc forcément, mon set, c'est une maquette qui fait 1,20 m de large pour pouvoir passer la cam minimum, etc. Et donc, on avait commencé à refabriquer des choses, tu vois, même si c'était en CG, dans ces cadres-là. Donc ça nous a fait poser finalement plein de questions. Et j'étais un peu dans cet entre-deux de me dire à la fois, je suis en train d'essayer de reproduire volontairement, entre guillemets, ce qu'on pourrait appeler un effet raté, ce qui à mon sens serait dramatique, tu vois, d'appeler ça comme ça, mais en tout cas ce qu'on pourrait s'imaginer comme étant un effet vieux ou raté ou pas parfait, tu vois. Et en même temps le fait de plonger là-dedans faisait ressortir moi forcément personnellement des souvenirs de cinéphile ému, mais en plus me faisait comprendre, tu vois, des choses et me ramener dans une praticité qui c'est vrai, peut-être que cette époque du pratique te ramenait plus facilement à l'émerveillement parce que tu as un côté tactile aussi, tu vois, des choses, mais... Tu parlais du fait que ça fait partie de l'histoire, en fait, que tout est lié au contexte de l'histoire. Moi, c'est vraiment plus la mise en scène, qui est vraiment le regard du réalisateur et de l'équipe sur l'histoire.
Et l'histoire, elle peut être... Enfin, il n'y a pas tant d'histoire que ça. C'est le point de vue qui compte. En fait, c'est la manière dont on va placer le public dans le film. Et je pense que c'est ça qui fait la différence. Tu parlais de La Guerre des Mondes. Il y a un choix incroyable de Spielberg dans la manière dont il place le spectateur dans le film. Et c'est pour ça que les effets visuels, je pense, sont si impactants. Mais il y a un autre réalisateur, Sam Raimi, vu qu'on parle d'effets spéciaux à l'ancienne. On regarde Evil Dead 2 aujourd'hui, on voit tous les défauts de tous les effets spéciaux, et pourtant, tous les plans sont crédibles dans la réalité du film. Et pourtant, on passe de marionnettes, vraiment des marionnettes, on les voit, hein, à de la stop motion, à des maquillages prosthétiques où ils n'ont pas forcément trop d'argent, à des plans filmés à l'envers, à des plans filmés à 300 images secondes, des plans filmés à 2 images secondes, avec les acteurs qui jouent au ralenti ou en accéléré. J'ai pu interviewer Bruce Campbell, il m'a raconté le tournage, c'était délirant. Et cette réalité, elle est quand même... Cette réalité créée par le film et ce positionnement du public, je trouve que c'est quelque chose qui peut, encore aujourd'hui, permettre de s'émerveiller sur quelque chose qui, pourtant, ne devrait pas fonctionner. Et c'est intéressant de voir les réactions qu'il y a eu sur la prélogie Star Wars. Qui a La première ou la deuxième ? La prélogie, donc les épisodes 1, 2, 3, de 99 à 2005, qui a objectivement des effets visuels beaucoup plus évolués que la trilogie originale, qui a beaucoup plus de maquettes que toute la trilogie originale, et vraiment, et plus de moyens, et plus surtout l'épisode 1. Et plus de tout, quoi. Et les gens de notre génération ont détesté, parce qu'on ne retrouvait pas le côté tactile et le côté imparfait de l'époque, le côté sale, en fait. Et dans la réalité de Star Wars, d'avant l'édition spéciale, pour nous, il y avait aussi des défauts. Il y avait aussi les lignes de maths autour des snowspeeders. Il y avait la stop motion pour les AT-AT. Il y avait une texture qui n'était pas parfaite, qui n'était pas lisse. Et ça nous émerveillait plus que les images lisses et parfaites de la prélogie. Qu'ils ont essayé de reproduire d'ailleurs après dans la post-logie, du coup. Exactement, mais quand même avec des effets très évolués. Mais c'est intéressant quand même le positionnement. Par contre, tu demandes à la génération suivante, pour eux, il n'y a pas photo. C'est la prélogie qui est mieux faite que la trilogie originale. Ce qui est rigolo, c'est que je les ai revus il y a quelques temps. Je me suis dit, je les remate, tu vois. Et en fait, ça a paradoxalement mieux vieilli, du coup, que dans mon souvenir. C'est-à-dire que je les ai préférés à la relecture. Je pense aussi en ayant eu, du coup, 10 ans de cinéma et de cinéma numérique dans les dents, tu vois, enfin dans les yeux, du coup. Ça dépend de quel point de vue on se place. Mais, et en fait, du coup, ça m'a fait redécouvrir ces films et je les ai même réappréciés. Même narrativement, je les ai réappréciés. C'est une prouesse de design, surtout. C'est vraiment une prouesse de design. On parlait de Doug Chiang, c'est incroyable. Mais c'est intéressant quand même parce que je pense aussi qu'il y a eu une overdose. Si tu veux, tu as la technologie qui s'est développée et tu pouvais tout faire. Tu pouvais faire des caméras impossibles et tout ça. Donc tu parles de contraintes. Et pour ancrer dans la réalité, tu as besoin de contraintes. Et je pense que c'était un nouveau jouet. On pouvait faire ce qu'on voulait, donc on a fait ce qu'on voulait, sans rien nous bloquer. Voilà. Et en fait, c'est là où je pense qu'on a perdu un peu le fil. Et là, tu sens qu'on est en train de repartir un petit peu sur les bases, quoi. Et alors bon, c'est très bien fait, c'est de la haute technologie, mais par exemple, pour moi, l'exemple ultime, c'est les scènes de combat dans les films de Transformers. Tu comprends plus rien au bout d'un moment. Visuellement, tu dis, il est où le cucu, il est où la tête, je sais pas où ça va. Alors que c'est techniquement mais incroyable. Oui, mais les mecs chez LM, ils te il y a plein de gens qui te modèlent chaque boulon. Enfin, moi, je les ai vus, les modèles. C'est de la folie. Ça pèse 1 tonne, mais c'est non-sensique. Mais voilà. Mais c'est super bien fait. Les mecs, c'est les pros des pros, quoi. Mais tu regardes le film. Enfin, moi, personnellement, j'ai pas accroché, quoi. C'est intéressant parce que t'as aussi des réalisateurs qui savent ça. Et t'as des réalisateurs qui n'en ont pas la notion. Sur Jungle Book, première fois que je travaillais avec Jon Favreau,
qui avait déjà à l'époque énormément d'expérience avec les VFX. visuels, Et le mec, il sait ce qu'il veut. Et il a le langage. C'est-à-dire qu'il connaît, donc quand tu lui parles de spec, il sait de quoi tu parles. Enfin, tu peux avoir une conversation un peu technique avec lui. très poussée au terme technique avec lui et tout ça. Mais ce que j'ai appris sur ce film-là, c'était... Puis tu avais un Deerfoot qui était... Bill Pope. Bill Pope. On parlait de Sam Raimi. Voilà. Spider-Man. Ouais, La puis il a trilogie fait Spider-Man. Matrix surtout. Enfin, tu te dis, putain, le gars, Matrix, j'ai vu, ça m'a explosé le cerveau la première fois que je l'ai vu. Bref. Et on bossait et tout ça. Et en fait, je me souviens, en dailies, John qui nous dit, OK les gars, on va mettre en place des règles. On va dire que dans notre boîte à outils, on va avoir 4 ou 5 outils pour lesquels on va travailler pour chaque plan, en fait. Donc, tu peux avoir une caméra parfaite, tu peux avoir un ciel, une lumière parfaite, tu peux avoir une performance parfaite, tu peux avoir le plus bel environnement de la Terre. 4. Il y en a un 5e, mais je me souviens plus. Mais il dit, c'est très simple, on va se mettre en place une règle qu'on ne peut pas utiliser plus de 3 par shot. Et là, tu te fais un choix. Est-ce que ma caméra, elle est parfaite ? Ok, d'accord. J'ai la bonne lumière ? Ok, parfait. Et puis l'environnement, il est pas mal. Mais on s'arrête là. Tu peux pas avoir un truc parfait partout. Et en mettant des conditions comme ça, c'est là où on s'est rendu compte que les plans étaient beaucoup plus... organiques. Plus organique, tu t'y croyais plus, et c'était un consensus dans l'équipe où, ok, d'accord, allez, c'est parti. On a imprimé les règles. Voilà. Mais c'est surtout aussi, tu te rends compte, c'est pour tout, quoi. Pour les talos, pour tous ces trucs-là. Le problème avec la CG, c'est tu as aussi une image parfaite en close-up jusqu'à l'infini. Ouais. Et alors que quand tu filmes, tu perds des infos dans la distance, c'est mal éclairé, tu vois rien dans les zones sombres, ces genres de trucs-là, quoi. Il faut pas avoir peur de perdre de la qualité parce que c'est de la CG. Et c'est comme ça que tu te rends compte que tu fais des shots qui sont vachement plus organiques, quoi. Ouais. Et le choix des focales aussi. Ah ouais. Les focales anamorphiques. Quand on regarde un film de John Carpenter, qui est pas, ils sont jamais très riches en effets visuels, il y a déjà une déformation de la réalité par la focale. Les vieilles focales anamorphiques, vraiment, ou c'est comme les films de Michael Cimino quand il utilise l'anamorphique, qui étire et déchromie sur les bords. Complètement déformé, quoi. Et résultat, l'œil s'habitue à ça comme la réalité du cinéma, en fait, et une réalité agréable à regarder parce que c'est pas la nôtre. Ouais. Et je trouve ça intéressant justement le travail avec les effets visuels. Généralement, le travail qui me plaît le plus, c'est quand il joue aussi sur les focales, quand le compositing est vraiment pensé comme ça. Et tu as travaillé avec Rob Legato, oui, qui est quand même une pointure Rob, incroyable dans les effets visuels, qui m'avait raconté une anecdote amusante sur Titanic, où quand le Titanic se casse en deux, il y a l'eau qui est éclaboussée, etc. Et en fait, Cameron, en voyant ça, il dit, mais quand même, les gouttes, elles sont un peu grosses, tu veux pas refaire en image de synthèse ? Et Rob Legato a dû lui dire, là, ce sera la limite, parce qu'on peut pas non plus... on peut pas aller plus loin, quoi. On peut pas refaire l'effet, c'est une miniature énorme. Voilà, faudra accepter la réalité comme ça, c'est la réalité de ton film, quoi. Non, Rob c'est une pointure. Et puis il a fait toutes les étapes, quoi. Il était là très tôt dans l'industrie, donc il a l'expérience. Il me raconte à chaque fois ces histoires sur Apollo 11 quand il filmait. Et puis, alors Rob aussi, c'est un réalisateur aussi, donc il monte, quand il fait ses séquences et tout ça, il va faire une petite prévise. Comme ça, il peut réfléchir de où est-ce que tu mets ta caméra. Et donc, c'est pensé. Et c'est pas juste pour un plan joli, quoi. Ouais. Mais le coup de la focale, c'est intéressant parce que sur le dernier, sur Mufasa, en travaillant avec Barry Jenkins et James Laxton, qui n'ont jamais fait d'effets spéciaux avant et qui ont une manière de tourner qui est très... je ne sais pas si vous avez vu Underground Railroad.
C'était son dernier qu'il avait fait avant Mufasa. C'est cette série sur Amazon. Et ils ont des caméras qui bougent et des focales très précises. Et en fait, au début du film, au début de la prod, on a fait des tests, en fait, justement avec James Laxton pour tester, pour reproduire ces lens package en CG pour qu'il ait son style en CG, quoi. Et ils ont ces shots. Et je me souviens, enfin, moi, le plan que je préfère dans le film, c'est cette espèce de super gros plan sur Scar, sur ses yeux, quand ils sont dans la montagne, au milieu de la tempête des neiges et tout ça. Et c'est sur la gueule du lion, quoi. Et jamais... mais c'est parce que c'est des focales et c'est des shots qu'ils font avec leurs acteurs et qui voulaient vraiment venir près des personnages et reproduire cette connexion émotionnelle dans ce moment-là de traumatisme, vraiment, et faire ça avec les lions, quoi. Donc, et c'est intéressant parce que après avoir fait Le Roi Lion avec Jon Favreau et Le Roi Lion et le deuxième Roi Lion avec Barry Jenkins, tu vois les différentes manières de faire des films, quoi. Et elles sont toutes les deux belles, mais c'est sur le premier Roi Lion avec John, c'était on va faire des images genre documentaires animaliers, genre BBC, quoi. Donc télé-lens, super loin et tout ça, et puis les animations super photoreel, tu vois, photoréaliste et tout ça. Et c'est marrant parce que tu te dis, ok, peut-être que c'est pas la CG est pas parfaite non plus. Elle était quand même pour l'époque, elle était pas mal. Hein. Elle était bien avancée. Du steak, hein. C'était lourd à rendre. Ouais. Et ce film-là, tu dis, ok, tu coches toutes les cases, pardon. Photoréalisme, les animaux, on essaye de les faire les plus réels, même dans les performances et tout ça. Et puis le public n'a pas accroché. Alors bon, c'était un succès financier, mais il y a eu des retours en disant que tu te connectais pas émotionnellement avec les caractères. Et c'est une question d'animation aussi. Alors oui, c'est un lion sur un documentaire, il parle pas, tu connectes avec les... Enfin, je veux dire, les documentaires de la BBC, ça te casse le cœur tu le vois, quoi. Ou alors, tu es content parce que la gazelle a survécu. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu te connectes. Et dans celui-là, ça s'est pas aussi bien connecté. Donc, si tu veux, la première note qu'on a eue sur Mufasa, c'était OK, il va falloir qu'on arrive à se connecter au personnage. Donc, on a poussé l'animation. Et vraiment pousser l'animation pour vraiment récupérer les détails dans les yeux, dans les bouches, les gueules de lions, enfin tout ça, quoi. Ouais. À tel point qu'on a dû tweaker le pelage pour pouvoir être sûr que l'animation reste après le pelage, reste après avoir la passe de groom qui passe. Tout ce que tu racontes, ça me fait penser à une anecdote sur Robert Houdin, qui est donc un grand magicien, père de la magie moderne, et dont Méliès était un fan absolu. Il a même racheté son théâtre, etc. Et Robert Houdin, dans ses mémoires, qui sont à moitié fictives, donc là aussi on ne sait pas trop qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Ses mémoires elles-mêmes sont une mystification, tu vois. Mais il a ce passage où il raconte qu'il y a un grand magicien, enfin lui il est blessé, en fait il est recueilli par un magicien qui lui apprend des choses, etc. Et ce magicien se rend compte que Robert Houdin a des bases de magie, il a genre 17 ans, tu vois. Et il met le regard à chaque fois là où le truc se passe. Et du coup il lui dit, fais-moi une démonstration. Robert Houdin lui fait une démonstration. Et elle est parfaitement maîtrisée, il a les doigts magiques, tu vois. Et donc le comte de Grisi lui dit, en fait c'est pas de la magie, c'est de la technique. Tu vois. Ce que tu viens de me montrer là, n'importe qui dira, ah ouais, il a une excellente maîtrise de la situation. Mais si tu veux que ce soit de la magie, il faut qu'il y ait des imperfections, il faut que ça arrive comme ça, il faut pas que... Enfin, si je vois le truc, c'est plus de la magie. Tu vois. Et je pense que c'est un peu tout ce que vous racontez là, en fait, sur cette connexion. Oui, il y a pour parler des différences d'approche, moi, un des gros chocs, pour parler d'émerveillement, un des gros chocs liés à des effets visuels ou une vision de film de science-fiction récent, c'est Pacific Rim. Ah bah, ça...
Pacific Rim de Guillermo del Toro, je me souviens de la projection, j'ai eu un choc sensoriel pas loin de ceux que j'ai eu quand j'étais gamin, à 8 ans devant Robocop, etc. Parce que le point de vue de Del Toro là-dessus, c'était qu'il posait des caméras, aucune caméra n'était impossible. Et c'était des caméras qui étaient montées sur des hélicoptères, virtuels, mais des hélicoptères. D'ailleurs, on voit des hélicoptères dans le film. Pour l'éclairage aussi, d'ailleurs, voilà. pour pouvoir justifier. Exactement. Il y a la pluie omniprésente. Il y a des contre-plongées. On est à un moment posé sur un petit bateau de pêcheurs devant ce robot géant, et ensuite un kaiju qui arrive derrière, en pleine tempête, avec de l'eau sur la caméra, avec une gestion de la stéréoscopie comme j'en avais pas vu depuis Avatar. Il y a peut-être quand même Hugo Cabret qui est incroyable. On pourrait en parler aussi, l'émerveillement de Hugo Cabret avec Méliès. Mais Pacific Rim, sidérant. Pacific Rim 2. Rien à voir. Caméra on impossible. Le blanc juste, tu sais. Caméra impossible du début à la fin. Et on n'y croit pas une seule seconde. Il fait beau, les robots sont lisses, il n'y a aucune texture. Il y avait aussi quelque chose dans le premier Pacific Rim, c'est que le cockpit était dangereux lui-même. Et il n'était pas facile à manœuvrer. Ouais. Comme en coulisses, c'est pas facile à manœuvrer un film comme ça. Quoi. Ouais. C'est-à-dire que c'est un mastodonte, ce film. Et on a une équipe qui pilote un mastodonte dans lequel une équipe de deux pilotes essaie de faire bouger un robot géant. Et en dessous, ils ont des engrenages qui peuvent... Mais ça parle de coordination, ça parle de plein de départements qui sont ensemble. Ils sont aussi connectés à une sorte de vidéo village qui les aide. Et tous les hologrammes du film, idée absolument géniale, sont ces 3 images qui s'alignent. Et on ne peut les voir en relief que quand ils sont alignés. Et si c'est pas aligné, c'est désynchronisé. Et si les pilotes sont désynchronisés, le robot ne fonctionne plus. Ce côté dangereux, ce côté déséquilibré, ce côté... on est sur le point de perdre l'équilibre du film et de l'action à tout moment. On est complètement plongé dedans et résultat, on croit à absolument tout. Alors ça aide aussi d'avoir John Knoll, le créateur de Photoshop, aux effets visuels. Ça aide d'avoir Ali Kull, qui est un animateur extraordinaire, qui a commencé dans la Claymation par ailleurs, et qui a commencé sa carrière dans la synthèse sur Toy Story, et qui est devenu animateur génial. Il a fait David Jones pour Pirates des Caraïbes, qui n'a pas pris une ride. On parle d'émerveillement, là c'est hallucinant. Et donc oui, Pacific Rim, pour moi, c'est un exemple de point de vue parfait. Et là, c'est pas sur l'histoire, c'est sur un argument. Et pour moi, il ne pourrait pas être filmé d'une autre façon. Et vraiment, c'est émerveillement pur, surtout à voir en 3D, quoi. Est-ce que l'émerveillement du spectateur passe aussi par le ressenti de la labeur humaine qu'il y a derrière le travail de ce qu'il voit? Je veux bien commencer. Ensuite, je t'en prie. Avec l'IA qui arrive, on parle beaucoup du résultat. L'IA, j'ai eu une conversation ce matin avec Jérémy Clapin, le réalisateur de J'ai perdu mon corps. Il me disait, l'IA, le but de l'IA, c'est de montrer. C'est de tout montrer. Oui. Il n'y a plus de non-dit. Il n'y a plus rien qui est caché, en fait. Alors qu'on a peur du noir. On a peur de ce qu'on ne voit pas. On est intéressé par ce qu'il y a entre les images, entre les plans. Spielberg, c'est quand même l'exemple absolu. Tout à fait. On a Spielberg construit ses séquences autour de 2-3 plans. Il y a beaucoup de plans de réaction chez Spielberg. On a un écho. On regarde des gens qui regardent quelque chose, donc forcément, ce qu'ils regardent, nous, on a un avatar dans le film. On devient nous-mêmes. Et c'est... je sais pas, c'est une... Avec l'IA, en fait, je pense que les gens vont vouloir ressentir l'effort. Et il y a quelque chose qui se passe, et alors ça, c'est très bien pour des artistes comme toi, il y a quelque chose qui se passe que je n'ai pas vu avant, c'est que pour la première fois, et exemple, le documentaire qui vient de sortir sur Disney+, qui est sorti en décembre sur Avatar, on parle des humains derrière les images de synthèse. Et ça devient un argument de communication. De vente, oui, tout à fait. Oui. On parle enfin des images de synthèse comme quelque chose d'artistique fait par des humains qui suent, qui ont du mal, qui ont de la difficulté. C'est ça, alors qu'avant, tout le monde se disait pomme robot, Pacific Rim. Alors,
moi, personnellement, je pense pas qu'un projet est plus beau parce que tu as plus souffert à le faire. Alors, il y a des fois, il y a des projets, c'est juste l'éclate, en fait. Et tu t'amuses et le projet... Ce qui est rare, mais c'est bien. Ce qui est rare, Mais c'est bien. je te l'accorde. Dans notre industrie, malheureusement, mais c'est bien. Tant mieux si ça se passe bien des Tu fois. peux être positif un peu, s'il te plaît? Non, mais t'inquiète. Et alors, Je parlais d'effort, pas de souffrance. Hein. Non, non. C'est ça. Alors, moi, je parle de souffrance parce que, enfin, ouais, il y a des projets, j'ai souffert. Ça a été une souffrance et une bataille, enfin, des batailles. Quoi. Ouais. Mais c'est aussi des beaux projets parce que tu te connectes avec les gens. Enfin, Ouais, t'as un oui, rapport. on est allé à la guerre ensemble. Bah, t'es général, ouais, c'est ça. Voilà. T'es- Mais je pense pas qu'il y ait besoin. J'ai rencontré des artistes et des réals et tout ça. Enfin, pour moi, le réal avec qui j'ai bossé, qui est le plus impressionnant, c'est Ridley Scott. Le mec, il dessine, il sait ce qu'il veut. Il va te faire un croquis sur une table, sur une serviette de table, enfin en papier, et c'est le shot. Enfin, et tu regardes ton shot de fin validé, c'est exactement la même chose. Et pour ça, en production, c'est vachement plus smooth parce que le mec, il sait ce qu'il veut, il est technique, il fait des effets spéciaux depuis 40 ans. Enfin, le mec, il sait ce qu'il fait, quoi. Ça se passe nickel. Et le mec, il a ses images et ça. Et tout le monde est ravi. Et c'est magnifique, quoi. Le mec, il a un œil, enfin, c'est un designer, il a un œil incroyable, quoi. Et après, il y a d'autres exemples où tu passes tes nuits, tes journées, tes week-ends, tu dors sous ton bureau, et puis quoi que tu fasses, ça marche pas, quoi. Ils sont pas contents, c'est pas ce qu'ils veulent et tout. Souvent, ils sont pas d'accord aussi. Ils sont pas d'accord. Et ça vient de là aussi, Voilà. le truc. Parce que Et tu dis Ridley, il a du coup c'est une vision. C'est un conducteur. Et- ouais. C'est un capitaine. Il Ça sait dépend, où il va. ça dépend qui commande aussi. Est-ce que c'est le producteur Voilà. ou est-ce que c'est le réalisateur? Voilà, donc si tu veux, tu as tous les exemples. Donc, il y a peut-être cette idée de oui, c'est plus beau si tu as vraiment fait beaucoup d'efforts. Et donc, du coup, moi, je pense pas. Parce que aussi, si tu vois, le public et tout, la plupart des gens, ils savent pas comment c'est fait. Ils savent pas si t'en as chié ou pas. Donc, c'est aussi de comment la promo du film se fait aussi. Hein. Je veux dire, si t'as un réal qui te dit « Ah non, mais il n'y a pas d'effets spéciaux » alors que tu as passé 2 ans, je dis « Bon, bah merci. » Tom Cruise, on pense à toi. Non, mais ou ça fait une réal, plaisir. hein, Barbie. Oui. Ah oui, aussi. Où ils ont Barbie, gommé ouais, les tout fonds à fait. verts en C'est vrai. promo Ouais. dans les b-rolls. Ah ouais, Et tout tu à te fait. dis, Incroyable. super, C'est insultant, quoi. J'y ai passé 2 ans de ma vie. Apparemment, j'ai rien foutu dessus. Bref, t'as ça. Je voudrais parler de l'IA, juste rebondir sur ça, parce que je trouve ça super intéressant. Moi, je l'utilise. Ça fait 1 an depuis que je m'y suis mise. J'ai l'impression d'avoir débloqué la prochaine phase pour moi, en tant qu'artiste. VFX, non VFX, ça n'a rien à voir pour moi. C'est juste en termes de design et d'avoir accès à ces nouveaux tools, en fait. C'est marrant parce qu'on en a discuté hier. Je suis allée retourner à mon ancienne école, notre ancienne école. Absolument, Bastien. comme Georges Méliès. Ah, voilà, et on en a discuté un peu avec les étudiants. Et ce que j'ai appris à l'école, c'est qu'un tool, c'est un tool. Et, Un outil. Oui, pardon. Non, t'inquiète. Non, mais c'est vrai, le podcast en français. C'est la manière dont tu t'en sers, en fait. Donc s'il y a une pensée, un processus derrière de comment tu vas construire ta scène, qu'est-ce que tu vas raconter et tout, tu peux utiliser papier mâché, CG, je sais pas moi, n'importe, peinture ou quoi ou qu'est-ce. C'est un choix et tu l'utilises pour dire ce que tu as à dire. L'IA, pour moi, c'est un outil. Et alors, je pense qu'il faut aussi le tester pour se rendre compte. Parce qu'en fait, c'est absolument pas facile. C'est vrai que tu gagnes du temps, c'est vrai que tu récupères du temps et que ça va vite.
mais tu n'arrives pas au résultat que tu veux. Ouais, c'est très itératif. C'est très itératif. Et comme on est des professionnels de l'image et qu'on sait quelle est la composition qu'on veut, le lighting, les couleurs et tout ça, on n'arrive jamais au résultat voulu. Et alors, c'est là où, pour moi, ça a été intéressant parce que je peux générer des choses, des éléments, et après, je prends ces éléments et je les recombine je les ai dans Photoshop, et là, je fais ce que je veux avec ces éléments-là. Et ça prend du temps. Ça prend quand même du temps. Mais ça, c'est génial, parce qu'en tant que professionnel ou quelqu'un qui connaît, c'est la combinaison de tous ces tools, en fait. Et de se dire... c'est une association de savoir-faire. C'est une association de savoir-faire, c'est un œil critique, de savoir qu'est-ce qu'on va dire avec une image, enfin, ce genre de choses-là, quoi. Mais je comprends aussi que ça fasse peur. Moi, j'ai un concept artiste, je racontais ça hier aussi, un concept artiste qui travaille dans l'industrie depuis très longtemps, super talentueux. Et on a commencé à bosser sur un projet, et je me suis dit, je vais pas parler de l'IA, enfin, j'ai pas envie que les gens ils soient offensés ou quoi, ok, c'est leur truc, moi je fais mes petites expériences et tout ça, cool, ok. Et le mec me dit, est-ce que je peux l'utiliser, l'IA ? Je dis, bah écoute, ouais, vas-y. Et alors, en fait, je sais pas, ça nous a pris une semaine, on était en train de faire du character design et tout. Et le mec, j'ai découvert qu'il avait entraîné des Laura avec son style, avec sa patte. Et en fait, le mec, il a trouvé un moyen d'avoir une version de lui en IA qui génère ses images à lui parce qu'il l'a entraîné. Donc, pour moi, cet exemple-là, je le trouve magnifique parce que c'est un artiste qui a pris le contrôle et qui s'est dit, je vais diriger, je vais faire ce que je veux avec mon style à moi et utiliser cette nouvelle technologie à mon avantage. Et ça, pour moi, c'est comme ça que ça doit se faire. Et le problème, alors c'est vrai que le problème, c'est que c'est abordable pour tout le monde, et que la majorité des gens ne sont pas des gens de cinéma ou des gens de peinture ou des gens d'architecture, et que maintenant ils ont accès à ça et qu'ils peuvent produire tout et n'importe quoi, et que ça les trois quarts du temps, ça ressemble à rien, quoi. Vas-y, tu voulais dire quelque chose, Alex ? C'est là que la partie débat de la conversation commence. Alors, pour nos auditeurs, juste avant que tu enchaînes, juste pour rassurer nos auditeurs, nous ne sommes pas qu'un podcast centré sur l'IA, mais il faut comprendre que ça revient à chacun de nos épisodes, mais pour une très bonne raison, parce que ça devient partie intégrante de notre domaine, et des inquiétudes de tout le monde. Énormément d'inquiétudes, voilà, et que les visions sont très diverses et variées, et donc voilà, donc c'est pas juste par l'envie de parler de la nouveauté qui vient de sortir actuellement, mais que c'est un truc vraiment intrinsèque dorénavant à notre milieu, et que ça reste très important d'en parler. Je t'en prie. Mais c'est lié à la question du jour. Est-ce qu'on peut encore s'émerveiller ? Alors, c'est Alicle qui m'a donné un exemple assez frappant, donc celui qui a animé David Jones. Mm-hmm. Imaginez, vous recevez une lettre d'amour qui est sublime. Ça fait plaisir. Et vous découvrez après qu'elle a été écrite avec une IA. Est-ce qu'elle a encore la même valeur ? Ça fait mon plaisir. Non, mais est-ce qu'elle a encore la même valeur ? On peut poser la question, c'est-à-dire que oui, on peut produire des choses extraordinaires, mais peut-être qu'une lettre moins bien écrite, en tout cas par la moins personne, aboutie, a plus de valeur. Et il y a un vrai problème sur l'histoire de la cinéphilie. Ça s'arrête pas à la vision du film. Ça s'arrête, enfin je veux dire, on est tous des cinéphiles, on s'est tous renseignés sur la manière dont les films ont été faits. On a tous lu Cinefex, on a tous lu SFX, on a tous lu Mad Movies ou d'autres magazines où il y avait des articles sur des effets spéciaux. Et on était tous fascinés par l'ingéniosité, la gestion des contraintes, la démarche intellectuelle
le choix des techniques, comment ils sont arrivés à choisir telle technique. Des fois, il y avait des techniques utilisées qui n'étaient pas en rapport avec l'époque, en fait. Non, mais qui n'étaient pas en rapport avec l'époque. Ouais. Peut-être qu'à l'époque, dans la Guerre des Mondes, il y a des miniatures qui sont incroyables. Le ferry qui coule, c'est une miniature. Et l'effet est incroyable. Mais c'est lié avec du compositing numérique, avec énormément de travail, et ça fonctionne à fond. Avec l'IA, il n'y a plus que l'IA. C'est-à-dire qu'on a des processeurs avec toute la question de la mémoire et des questions environnementales qui vont avec, mais on a des processeurs qui répondent au prompt de celui qui veut une image. On va avoir plusieurs itérations. Et ensuite, quand on va avoir l'image, on va vouloir se renseigner sur la manière dont ça a été fait. En fait, c'est quelqu'un qui a fait un prompt. Et qui a refait un prompt, et qui a refait un prompt, et qui a refait un prompt. Alors, ce qui est intéressant dans ce que tu donnais comme exemple, c'est qu'un artiste a entraîné l'IA avec son propre travail. Donc, il y a une démarche artistique qui est centrale, et qui est même plus importante que le prompt, parce que c'est la base du travail. Donc ça, c'est totalement valide. Je précise que Phil Tippett a en ce moment la même démarche. Il est en train de faire la suite de Mad God. Mad God, projet qu'il a mené pendant 30 ans. Ça a failli le tuer. Il se dit... je vais faire le 2 du coup. Et les artistes avec. Voilà, si je veux refaire Mad God, je ne vais pas y passer 30 ans, j'ai pas 30 ans. Donc, je vais peut-être voir ce que c'est que l'IA. En plus, Phil Tippett faisait de la stop motion. Il était censé faire les dinosaures de Jurassic Park en stop motion. Il y a eu ce fameux test d'animation CGI qui a tapé dans l'œil de Kathleen Kennedy puis Steven Spielberg. Phil Tippett a failli être sorti. Il a dû se reconvertir dans la CGI. Et il a déjà survécu à une technologie, en fait. Le fameux « je pense que notre métier est éteint ». Non, mais c'est... Et il y en a eu plus d'un. Hein, parce que ça a été la même histoire avec Photoshop. Quand Photoshop est sorti, tout le monde a crié que le matte painting était mort. Hein. Donc, alors qu'en fait, c'était... en tout cas, le matte painting peint est mort. Après... oui, quand on voit, parce qu'il y en a encore quelques-uns. Quand on voit un matte painting peint, il y a un romantisme là-dedans qui est fou. C'est-à-dire qu'on connaît tous les images de Star Wars avec les matte paintings. J'ai pu voir les vrais matte paintings au Skywalker Ranch. C'était délirant. J'ai failli m'évanouir. Le plan du début du Retour du Jedi, où on voit toute l'armée de Stormtroopers avec la navette, etc. J'étais à 2 cm du matte painting. On voit des gros coups de pinceau. Et des fois, les têtes des Stormtroopers, c'est juste un blob de peinture blanche. C'est là qu'on voit le savoir-faire. C'est que ça, à la caméra... À la caméra, avec le filtre du 35 mm, on y voit du feu, ça prend vie, en fait. Et donc, il y a quelque chose, c'est fascinant de penser à ça. On s'émerveille devant des peintures, on sait que c'est des peintures, et pourtant, quand on voit le film, c'est incroyable. Et quand on lit dessus, c'est encore plus incroyable. On s'émerveille encore plus. Moi, j'ai très, très peur de ça, en fait, de la valeur de l'émerveillement après ce flux ininterrompu de contenu. Parce que le problème c'est ces artistes qui entraînent l'IA, comme Phil Tippett, comme ton collègue, avec leur propre travail, ça ne va pas être la majorité. Ce qui va se passer, c'est que beaucoup de corporations vont fournir du contenu, parce que c'est le terme... c'est comme franchise, contenu, enfin voilà, on est dans ces termes-là. Et on va envahir, comme c'est en train de se passer sur Spotify. Enfin, je veux dire, combien inonde Spotify de contenu d'IA, atroce. On est des vrais humains, on vous rassure. Donc le problème, c'est vraiment faire en sorte que ce soit les artistes qui aient le contrôle. Maintenant, dans le monde actuel, je ne suis pas très convaincu que ça puisse se passer. Ce qui je trouve hyper enrichissant là, dans vos presque 2 points de vue, finalement, c'est que je comprends tout à fait ce que tu veux dire, Audrey, sur le fait que quand les artistes ont contrôle, tu vois, ils recréent quelque chose et donc du coup ça devient un outil et là tu es dans une vision. Et c'est vrai qu'on a tous notre Instagram, notre LinkedIn. Moi, mon LinkedIn, il est pollué d'IA, je ne vois que ça tout le temps. Mais à chaque fois, la question, c'est effectivement comment tout ça a été produit et surtout quel était le résultat final attendu. Et ça, c'est ce qu'un artiste comme nous peut se dire, tu vois. Et à l'inverse, par contre, ça devient facile de générer une image photoréaliste. Juste une image photoréaliste, peu importe l'attente initiale. Et la différence, je pense, avec l'artistique et l'émerveillement, elle est dans cette attente. Donc, pour l'instant, je pense qu'il y a un côté d'émerveillement, justement, qui est un truc de très joué, tu vois, c'est que tu balances quelque chose et ça, c'est fantastique. D'un seul coup, t'as Weta sur ton téléphone et du coup, oui, il y a de quoi être émerveillé par le résultat. Mais une fois qu'on aura dépassé ça,
je suis assez persuadé que du coup, soit on va retourner vers effectivement un besoin d'avoir des choses très qualitatives faites par des artistes d'un côté, et peut-être aussi que ça va, je l'espère, peut-être parce que je viens du théâtre aussi, mais avoir un truc où peut-être qu'on va aussi avoir besoin de revenir vers des vrais humains, d'aller au cirque, d'aller voir du théâtre de rue, des vrais humains qui font des vraies choses, qui prennent des risques, où je me dis, mais comme tu disais tout à l'heure, comment est-ce qu'il a fait ça, tu vois ? Comment ça se fait qu'il y arrive et que moi, simple mortel, je n'y arrive pas, tu vois ? Et l'émerveillement, je pense, vient de là aussi. Tu as cette quête d'y arriver, tu vois, de résoudre l'équation et de pouvoir le faire. Mais justement, pendant que l'IA connaît un plein essor et émerveille bon nombre de gens, il y a un autre genre qui date quand même depuis un certain temps, mais qui revient là un peu au goût du jour. Alexandre, je pense que tu t'y connais pas mal, c'est la stop motion, et qui, en parallèle justement du nouvel essor de l'IA, la stop motion revient. Est-ce que tu as une idée de pourquoi maintenant, pourquoi ça réintéresse? Alors, je précise, les gens médium, pas genre. Ouais. Sinon, tu vas fâcher Guillermo del Toro. La stop motion, c'est l'exemple du travail humain, en fait, où c'est indubitable. C'est-à-dire qu'on a... dans l'animation, c'est la performance d'animation la plus complexe, pour une raison, c'est que quand on fait de la stop motion, on commence à la frame 1 et on finit à la dernière frame. On ne peut pas reprendre l'animation au milieu. On ne peut pas faire des itérations. On ne peut pas améliorer quelque chose. Pas faire d'image Si clé. c'est raté, on recommence. Donc il y a une sorte de processus mental, de voyage. En fait, il y a un voyage humain dans la stop motion qui se ressent forcément. Et ce qui est très très compliqué quand on fait de l'animation CG, c'est que on commence par des poses clés et en fait l'ordinateur va calculer les poses clés jusqu'à la suivante, les intermédiaires, et en fait ça va donner un truc robotique, et l'animateur, son travail, c'est d'apporter de l'accident, d'apporter de la spontanéité, d'apporter quelque chose qu'un humain ferait. L'interprétation et non l'interpolation. Exactement. Quand on fait de la stop motion, forcément c'est une performance qui est accidentée. Il y a toujours quelque chose qui fonctionne pas. King Kong est mémorable parce qu'il a l'air tout le temps en colère, il y a les empreintes sur sa fourrure. Et la fourrure bouge tout le temps parce qu'il y a les empreintes de l'animateur dessus. Et ça donne un côté très onirique et en même temps très tactile. Parce que c'est comme Godzilla. C'est, ok, il y a un personnage dans un costume, mais n'empêche qu'il marche vraiment sur des miniatures. Ça se passe devant nous, c'est assez magique, quoi. Donc, ce côté accidenté, ce côté humain, on le ressent à travers l'écran. Et pourtant, la stop motion a évolué. La stop motion intègre aujourd'hui des technologies de compositing, notamment extrêmement avancées. Il y a un court-métrage de l'ONF canadien donc, qui s'appelle La jeune fille qui pleurait des perles, qui fait le tour des festivals en ce moment. Ils ont intégré un système d'animation du visage par CGI sur des marionnettes de stop motion totalement révolutionnaire. Et donc on voit qu'il y a une envie de faire évoluer la technique encore. D'hybridation. Mais ça reste quelque chose de très humain, quelque chose qu'on ressent. Et je pense que le spectateur a besoin de voir la performance. Pour ça qu'on aime... Enfin, il y a beaucoup de gens qui aiment aller au cirque, il y a beaucoup de gens qui aiment voir des ballets de danse classique, il y a beaucoup de gens qui aiment la performance liée à l'artistique, la performance physique liée à l'artistique. Il y a quelque chose dans la stop motion aussi, c'est la patience. Même si en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Quand on se met à animer un plan de stop motion, on rentre dans une bulle temporelle, une bulle temporelle complètement différente. Et en fait, ça passe très très vite. Et quand on sort, tout va trop vite. On retourne dans le monde réel. Et donc, les artistes vivent dans une sorte de monde parallèle. Donc, en fait, la stop motion permet aux spectateurs d'entrer littéralement dans une réalité parallèle, celle de l'artiste, quoi. Justement, j'allais te poser une question, Audrey, pour rebondir à ce que disait Alexandre. Vous avez porté énormément d'attention sur l'animation dans Mufasa. Est-ce que justement, c'est peut-être ça qui a créé justement ce nouvel émerveillement pour ce film, contrairement au premier opus, ou du moins ce qui a fait la différence, c'est cette attention pas de labeur, mais en tout cas de travail porté sur l'animation pour les expressions, etc., comme on pourrait retrouver un peu en stop motion. Ouais. Ce film-là, ça a été... on a mis 4 ans à le faire, parce qu'en plein milieu, il y a eu la pandémie. Après, il y a eu la grève des acteurs. On les a toutes faites sur celui-là. Mais chaque animal a été animé à la main.
chaque frame du film, pendant 2 heures, a été animé à la main. C'est marrant, je pense à ça parce que ça me fait penser à un truc. L'année dernière, on a fait les bake-off des Oscars. En gros, on est nominé jusqu'à un certain point pour être les finalistes, en gros. Et chaque projet se présente dans la branche des VFX. Et l'année dernière, ça a été... c'était un peu particulier parce que ça se faisait sur Zoom, parce qu'il y avait les feux qui s'étaient déclenchés à Los Angeles. Donc, tout le monde était éparpillé avec leur petite caméra. Et en fait, on a 10 minutes pour expliquer. Il y a des questions et tout ça. Et ça m'avait fait rigoler un peu parce que la vibe... c'est tout est en caméra, miniature, practical, tous ces trucs-là. Il y a le moins de CG possible. Et ça me fait un peu rire parce que on est dans la branche des VFX. Enfin, je veux dire, oui, bien sûr, c'est tous les médiums et tout ça sont utilisés. Et il y a eu la question à propos d'animation et notre animateur, superviseur d'animation, qui dit fièrement... donc après avoir tout le monde qui dit, nous, c'est motion capture, on avait des acteurs, et ça. Et le mec, Dan Blacker, qui dit, nous, on a animé chaque frame, quoi. C'est limite, tu as envie de dire... On a bossé, c'est pas... On n'a pas triché. On n'a pas... Enfin, je veux dire, ouais, ça a été animé, les mecs, ils ont regardé des clips de référence de Lyon, d'acteurs, les acteurs du film, pour pouvoir avoir toutes les émotions et tout ça. Et ils ont vraiment poussé l'animation comme des dingues, quoi. Parce que des lions, dans certaines scènes, t'en as 20, quoi. Et chaque créature a été animée à la main par les animateurs. Et on avait très grosse équipe d'animateurs et les mecs qui sont super doués, quoi. Mais il y a un truc que je voudrais dire aussi. Il y a une composante dans ces équations de films qui impacte énormément, c'est les studios, c'est l'argent aussi. Parce que tous ces médiums de stop motion, de animation traditionnelle, 2D, tous ces trucs-là, ça prend du temps. Comme tu l'as dit, Alexandre, ça prend du temps. Et ça coûte cher. Et je pense qu'il y a eu un gros push vers la CG, parce que la CG, ça allait plus vite. Et c'était moins cher aussi. Il y a eu un passage avec Le Réveil de la Force, où ils ont fait des tests. Denis Muren m'a dit ça. Ils ont fait des tests avec des devis avec des miniatures. Mm-hmm. Et en fait, c'était moins cher de le faire avec la CG. Et surtout, à ce moment-là, la CG était capable de faire les vaisseaux presque mieux que les miniatures, en fait. Mais c'est ça aussi. Donc, en tant qu'artiste, des fois, on n'a pas le choix. Ou en tant que réal et tout ça. Donc, je pense qu'il y a eu une influence aussi de l'argent dans l'industrie, voilà, la chaîne de décision et ça, qui a forcé certaines choses. Et pourquoi on ne fait pas ce film-là j'ai entendu ces dernières années pas mal de conversations à propos d'Unreal. Est-ce qu'on ne peut pas faire le film d'Unreal? Ça coûte moins cher, c'est du temps réel. Tu dis quoi à ça? Je dis, alors, Unreal, c'est un tool, c'est hallucinant ce que tu peux faire. Et alors oui, on peut faire un film d'Unreal. Est-ce que tu pourrais décrire un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas Unreal, juste de quoi on parle? Alors, c'est... En gros résumé, vraiment. Gros résumé. Pour vulgariser. C'est un moteur de jeu vidéo. Voilà, c'est un moteur de jeu vidéo où on peut construire des mondes, amener l'animation dedans. Et en fait, c'est la puissance de cet outil, c'est le fait de pouvoir lighter, c'est-à-dire d'éclairer. Voilà. Je suis vraiment désolée pour l'anglais. Ça fait 13 ans que je vis en Angleterre, le français. D'éclairer, et c'est instantané en fait. En bougeant le soleil, il y a tout l'éclairage qui suit et tout, et donc du coup on a une image rendue
instantané en fait. Et oui, car pour ceux qui ne savaient pas, les effets visuels numériques ne sont pas instantanés de base. Absolument. Mais même dans Unreal, ils ne sont pas instantanés. oui, mais en d'ailleurs. plus, Tant qu'on est à ouais, démystifier des trucs. Il faut les rendre, donc quand on dit les rendre, c'est des ordinateurs qui passent du Voilà. temps à les calculer pendant des jours des fois ou des heures. Et des surtout, semaines. ou des On en semaines a fait même, des voilà. semaines. Mais et donc voilà, et donc il y a eu la phase Unreal et Unity, un autre moteur de rendu, où avant l'IA en fait. Mm. Et l'industrie, c'était comment on fait des films moins chers. Et la grande conversation, c'était comment on fait, est-ce qu'on peut faire ça dans Unreal ? Et bon, c'est l'aspect financier qui dirige le visuel, d'une certaine manière. Et alors, moi j'aurais voulu être une artiste, effets spéciaux ou non, mais dans les années 70, parce que, alors je reviens sur Ridley Scott, mais Blade Runner, où c'était un partenariat entre la production et le producteur et le réalisateur, et c'était des partenaires, où alors on se disait, ok d'accord, on n'a pas de fric pour ça, alors comment on va le faire, ok d'accord, ça va être tout en miniature, les décors, ils ressemblent à rien, on va le faire de nuit, on va foutre de la flotte dessus. On est trop tard. Limite, tu vois. Mais après, peut-être que les générations futures diront on est né trop tard, on a de la J'aurais chance. aimé le faire avant l'IA. Voilà, Mais je suis pas d'accord en fait sur le on est né trop tard en fait. Moi, le dernier choc que j'ai eu, c'était il y a pas si longtemps, c'était Avatar Fire and Ash. Hein. Je trouve que c'est parmi les plus beaux effets visuels de l'histoire et vraiment intégré à une mise en scène, un point de vue sur le positionnement du spectateur, sur le degré d'immersion, sur la narration globale, les effets visuels et d'ailleurs notamment le mélange des prises de vue réelles et Ce fameux plan dans le 2 sur l'eau là qui avait fait ton... Ah ouais, mais dans le 3, toute la séquence dans la ville humaine qui est hallucinante. Moi, il y a des trucs dans le 3 qui me sidèrent totalement, quoi. Et je trouve que c'est merveilleux. Il y a des films aujourd'hui qui sont vraiment merveilleux au niveau visuel. Moi, on m'aurait montré Avatar Fire and Ash à 8 ans, je pense que je serais mort sur place, quoi. C'est pas possible. Mais alors, du coup, j'ai une question parce que l'émerveillement qu'on a ressenti tous en 2009 pour Avatar 1, est-ce qu'on le retrouve aujourd'hui avec Avatar 3 ? Est-ce qu'on retrouve la même intensité d'émerveillement ? Alors, je dois être un extraterrestre. Je ne pose pas de position. Ou un avis. Non, mais c'est bien qu'on Mais s'émerveille encore du c'est cinéma. quand peut-être même, mon sinon préféré ça des pas- 3. Ouais. Et t'as retrouvé du coup. Il y a une séquence. Non, mais en fait, Mais pas du tout. En Mais fait, non, il amène, depuis le premier, il amène à nous faire accepter ce basculement vers une autre réalité. Ouais. Il y a ce moment dans le 1 qui me dévaste à chaque fois, c'est le moment où Neytiri voit Jake pour la première fois vraiment dans son corps humain. Là, dans les bras, comme une vierge à l'enfant, c'est assez étonnant comme tableau. Et lui dit « I see you », et il s'échange un « I see you », et elle pleure, et on ne sait même plus ce qui est réel. Tout est inversé à ce moment-là. Et il y a cette histoire de l'inversion progressive. Et d'ailleurs, Avatar, c'est un film qui jouait sur la perception, la nouvelle perception du public, comme Jurassic Park pouvait le faire. Jurassic Park nous invitait dans un parc à dinosaures, il nous montrait des dinosaures plus vrais que nature, et même nous montrait tout le merchandising cynique autour. Avatar nous invite à nous projeter dans un monde parallèle au moment où, pour la première fois, on voit un film en stéréoscopie complètement photoréaliste sur une autre planète. Enfin, moi, à l'époque, je me suis dit, je suis allé sur une autre planète, quoi. Mais même dans la mise en scène, Et- sur les 3, il y a un truc très documentaire BBC. Ouais. tu vois, Incroyable, où t'es, avec des zooms tu suis chaque- accidentés. Incroyable et tout. Tout nous amène vers cette séquence où Jake va faire le sacrifice. Et je trouve cette scène hallucinante, quoi. Et voilà. Alors j'ai une confession, je ne l'ai pas vu. J'ai pas vu le 2 et j'ai pas vu le 3. Et alors, c'est quand même impressionnant parce que en travaillant dans le métier, et c'est ce dont on parlait, c'est en tant que graphiste, est-ce que nous, on arrive quand même à s'émerveiller encore ? Et alors, la réalité, c'est que aussi, c'est quand même triste à dire, c'est que je n'avais pas le temps d'aller au cinéma. Je veux dire, j'étais en train de faire Mufasa, je n'ai pas le temps d'aller au cinéma. Et je me suis rendu compte,
après avoir fini Mufasa que j'allais plus au cinéma, en fait. Je regardais beaucoup de séries télé, parce qu'à la télé, c'est pratique, c'est à la maison. Mais plus de films, en fait. Et j'ai eu un moment... J'ai eu un moment de désamour, en fait, pour le cinéma. Et depuis un an, là, j'essaye de retomber amoureuse, en fait, en me disant, faut regarder des choses, à me forcer, justement, pour me remettre à la page, en fait. Parce qu'il y a... j'ai l'impression d'avoir... quand on travaille sur certains projets, ça absorbe tellement l'énergie mentale qu'il y a la place pour rien d'autre. Et du coup, cet émerveillement, j'ai pas l'impression d'avoir vécu récemment. C'est pas vrai, parce que cette année, j'ai vu... moi, celui qui m'a plu énormément, c'était Sinners. Celui-là, c'était la qualité, en 70 mm, le mec, il a poussé... et il y a des effets spéciaux, et on y croit, et la musique est géniale. Mais il y a là aussi, il y a une mise en scène, il y a un romantisme dedans, y compris dans le visuel. C'est intéressant, parce que il y a tout le processus, en fait. Le mec, il pense à son film, il pense à tous les aspects. Hein. Moi, le seul truc que je me suis dit, c'est pourquoi des jumeaux ? Pourquoi tu fais le même film sans jumeaux, c'est le même film, tu vois. Je pense que pour retomber amoureux, faut regarder des choses qui sont fortes au niveau de la mise en scène ou de la voix artistique. Moi, ce que j'ai préféré ces dernières années, c'est Twin Peaks: The Return, qui est 18 heures hallucinante. Vraiment, si vous n'avez pas vu même si vous n'avez pas vu Twin Peaks 1 et 2, allez-y, c'est incroyable. David Lynch, pour moi, c'est ce que David Lynch a fait de mieux, et c'est un de mes réalisateurs préférés. Et dernièrement, ce qui m'a fait retomber, pour le coup, amoureux de la mise en scène de cinéma, c'est le dernier film de Park Chan-wook, Aucun autre choix. Putain, je l'ai pas encore vu. Où je me suis dit à un moment, si je cligne des yeux, je vais rater 15 idées de mise en scène. Et ça m'a bouleversé la générosité en termes d'idées de mise en scène, l'imagination. Et là, pour le coup, impossible à faire par un ordinateur. C'est-à-dire qu'il y a des réflexions sur toutes les strates, les niveaux de lecture,